Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. On attend quelques instants que tout le monde entre et on commence à midi. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Merci de prendre le temps d'être avec nous ce midi sur un webinaire qui va porter sur la pédagogie en plein air, l'éducation en plein air et le monde municipal. Alors, je me présente, je m'appelle Marianne Bois, je suis rédactrice en chef de 100 degrés. Qu'est-ce que c'est 100 degrés? Plusieurs d'entre vous nous connaissez déjà. C'est une communauté de gens qui sont engagés dans différents projets, majoritairement au Québec. Mais on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi, d'ailleurs, en Europe francophone notamment. Alors, 100 degrés rassemble des gens qui sont engagés dans des projets qui sont favorables à la santé des collectivités. Donc, des gens qui travaillent dans le monde de la petite enfance, le monde scolaire, le monde municipal ou dans les organismes communautaires, des fois en enseignement supérieur. Il y a des gens de partout, puis on sait que plusieurs d'entre vous vous intéressez à l'éducation en plein air depuis très longtemps et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous présenter ce nouveau webinaire-là. Alors, aujourd'hui, nous aurons la chance d'avoir Maude Provencher qui est avec nous pour nous aider au niveau du clavardage, questions-réponses. Alors, c'est elle qui va vous répondre si vous avez des petites interrogations techniques ou quoi que ce soit. Merci Maude d'être avec nous. Et je vous présente tout de suite nos panélistes. Je vais vous lire rapidement leur parcours et vous allez voir, nous avons beaucoup de chance de les avoir avec nous aujourd'hui. Alors, tout d'abord, Anouk Breton. Anouk était auparavant enseignante, puis conseillère pédagogique, et elle travaille maintenant en tant que conseillère au projet Enseigner dehors, qui est une initiative de la Fondation Monique Fitzbach. C'est une initiative qui vise à outiller les enseignantes du primaire, les enseignants et enseignantes du primaire et du secondaire à faire la classe à l'extérieur. Alors, bonjour Anouk et bienvenue à ce webinaire. Bonjour Marianne, merci. Et notre deuxième panéliste, Émilie Greff, elle est détentrice d'un baccalauréat en enseignement d'éducation physique et diplômée de deuxième cycle en gestion au HEC Montréal. Émilie a débuté sa carrière dans le monde municipal avant de faire le saut pour l'organisme Québec en forme, où elle a travaillé pendant presque 10 ans pour promouvoir les saines études de vie auprès de la population québécoise. Et depuis la fin de ce mandat, Émilie est de retour dans le monde municipal à titre de régisseur à la nouvelle division Grand Parc et plein air de proximité à la ville de Laval. Bonjour Émilie, bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Et notre troisième panéliste, Guillaume Morin, il est enseignant en éducation physique et à la santé et il représente depuis 2019 le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud sur la table de la mesure 1.4. Avec d'autres éducateurs physiques, Guillaume est mobilisé pour développer des initiatives concertées en matière d'activité physique. Il est aussi accompagnateur-formateur de la démarche Actif au quotidien. Bonjour Guillaume. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. J'en profite pour vous dire que le webinaire va durer 55 minutes. Pourquoi 55? C'est que Guillaume enseigne à 13 heures tapant dans une classe. Alors, plusieurs d'entre vous qui travaillent dans le monde scolaire, vous savez qu'il ne peut pas être en retard à sa classe. Alors, on va tout faire pour terminer à 55 et libérer Guillaume à temps. Mais si jamais, pour une raison ou pour une autre, ça devait se prolonger de quelques minutes, Guillaume va tout simplement nous quitter avant la fin. Mais normalement, on devrait avoir terminé à 12h55, ce qui va permettre aussi à tout le monde de revenir à leurs occupations. Donc, alors, on se lance tout de suite dans le vif du sujet. Monde municipal et éducation en plein air, l'union fait la force. C'est le titre de notre webinaire.
La pédagogie en plein air, vous le savez, c'est en plein essor en ce moment au Québec. Je dis pédagogie en plein air, mais on va surtout parler dans ce webinaire-là d'éducation en plein air parce qu'on va parler d'initiatives qui touchent la petite enfance et des initiatives qui touchent le monde scolaire où là, on est plutôt dans une démarche pédagogique. Il y a quelques années, on entendait parler de ça là, comme si c'était loin, l'éducation en plein air ou la pédagogie en plein air. On entendait parler d'initiatives en Scandinavie, en Suède, en Allemagne, au Royaume-Uni. Et ça attirait beaucoup de gens, mais il y avait quelques pionniers ou pionnières là, qui faisaient ça ici, mais c'est encore très marginal. Là, depuis quelques années, il y a un essor incroyable. Beaucoup de gens s'y intéressent. Et notamment avec la pandémie, il y a beaucoup de professeurs, d'enseignants ou d'éducateurs, d'éducatrices en petite enfance qui ont voulu sortir davantage les enfants dehors pour, en fait, c'était plus sécuritaire, moins propice à la propagation des virus. Donc, Anouk, toi, là, tu es conseillère en enseignement extérieur à la Fondation Monique Fitzbach. Puis, toi et tes collègues, vous êtes très engagés dans la promotion de l'éducation en plein air et dans son rayonnement. Et comment est-ce que cet engouement-là se traduit sur le terrain, là? Vous êtes bien placés pour le voir, vous autres. Oui, merci Marianne. En fait, nous, on constate vraiment une explosion dans les dernières années, d'abord des constructions de classes extérieures au Québec, mais ailleurs dans le monde aussi. Et puis, on reçoit énormément de demandes de formation, de plus en plus, de la part des éducatrices, des enseignants, des conseillers pédagogiques, mais aussi, on se fait approcher pour former des gestionnaires des centres de services scolaires. Et le monde municipal vient s'enquérir de notre soutien également. Et puis, on voit dans les communautés, on voit des aménagements municipaux en plein air de plus en plus. C'est vraiment en pleine croissance. On voit que les municipalités cherchent à répondre aux besoins de la communauté et des milieux éducatifs aussi. Et puis, on est en droit de se demander pourquoi le monde municipal s'intéresse comme ça à l'éducation en plein air. En fait, ils constatent les bénéfices de l'éducation en plein air. Ça rayonne pas seulement sur les jeunes, en fait, c'est sur l'ensemble de la communauté. Et puis, on voit de plus en plus d'enseignants utiliser vraiment la communauté comme une salle de classe. Donc, ils amènent leurs jeunes dehors pour vivre des situations d'apprentissage qui sont authentiques, qui sont significatives. Et puis, c'est comme ça que les jeunes, ils s'intéressent aux enjeux locaux, puis ils développent leur pouvoir d'action. Et on aime ça quand les jeunes deviennent en fait une vraie ressource pour leur communauté. Et puis, c'est tout à fait dans l'esprit de l'apprentissage ancré dans le milieu. Il y a toute une philosophie de l'éducation qui est basée sur le lieu, comme le développe David Sobel, qui est un pionnier, qui a beaucoup écrit sur le sujet et qui inspire les enseignants à travers le monde. Merci, Anouk. C'est une fort intéressante introduction au webinaire et on va voir, nos panélistes vont vous présenter de très intéressantes initiatives. Mais Anouk, tu nous as parlé rapidement des bienfaits physiques et psychologiques de l'éducation en plein air. En fait, c'est maintenant quand même bien connu là, que ça entraîne des bienfaits pour les jeunes. Mais au-delà des bienfaits pour les jeunes, est-ce qu'il existe d'autres bénéfices de l'éducation en plein air? Oui, vraiment. En fait, on pourrait dire que ça rayonne sur 4 grandes catégories. Pour les jeunes, je veux seulement en citer quelques-uns, mais ça pourrait être très long, la liste. Mais par exemple, on peut vouloir réduire le stress en allant enseigner dehors avec les jeunes, stimuler leur motricité fine, globale, développer leurs compétences en résolution de problèmes. Pour les enseignants, ça peut être, par exemple, d'améliorer leur bien-être en enseignant à l'air frais, à la lumière naturelle avec leurs jeunes. Ils peuvent développer leurs pratiques éducatives. Ils peuvent offrir un contexte d'apprentissage plus chaleureux à leurs élèves aussi. Il y a des bienfaits pour la nature aussi. Donc, on peut viser à développer une connexion, une relation plus respectueuse avec la nature. On peut vouloir protéger, restaurer la biodiversité ou améliorer la santé des cours d'eau. Et puis, pour la communauté aussi, au final, donc, on peut vouloir dynamiser le milieu. On contribue aussi à l'amélioration du milieu selon les enjeux locaux en place. Donc, on voit en fait qu'en bout de ligne, c'est vraiment une synergie parce que les bénéfices se renforcent les uns les autres et puis ils profitent à tous au final. On va revenir tout à l'heure sur cette grande roue des bénéfices, mais vous allez avoir accès à la présentation à la fin. Merci, Anouk. On va passer à Guillaume. Guillaume, toi, tu es enseignant en éducation physique et à la santé. J'aimerais ça que tu nous racontes pourquoi toi, comme enseignant, est-ce que ça te tient à cœur de faire l'éducation en plein air? Puis, comment est-ce que tu as commencé à intégrer cette approche-là dans ta pratique? Et un peu comment ça a évolué au fil des années? On t'écoute. Premièrement, moi, c'est vrai, j'étais un amateur de plein air, fait que ça a été vraiment un partage que je voulais faire avec mes élèves en commençant.
Donc, c'est ce qui m'a initié. Puis, ben, par la suite, dans certaines écoles, je suis arrivé, puis c'était vraiment des locales, je dirais, à moi. Pas idéal pour la pratique sportive à l'intérieur. Fait que, alors que j'avais des cours d'école, des boisés, des milieux, des accès au fleuve, là, comme présentement dans mes écoles, où c'était beaucoup plus facile de faire bouger les jeunes puis d'avoir plusieurs options d'activités. Entre autres, là, j'ai une école qui est en rénovation dans les derniers temps, donc la salle servait oui, pour l'éducation physique, mais elle servait de vestiaire, elle servait à peu près de débarras de tout. Fait que c'est sûr que pendant ce temps-là, moi et mon collègue, on a décidé qu'on faisait une planification annuelle extérieure complète pour l'année. Fait qu'on était vraiment en enseignement extérieur toute l'année. On a fait une planification hivernale là, où tous les sports, ski de fond, patins, raquettes, glissades sont priorisés. Puis c'est ça, là, on voit même avec l'accès au fleuve, ben, c'est ça, il y a des possibilités d'amener des activités différentes. Et comme grimper, au lieu de le faire sur des espaliers comme on peut le faire en dedans, ben, on utilise les roches à l'extérieur. Fait que ça a vraiment été ce qui m'a poussé à faire du plein air. Puis, c'est ça, ben, dans ma formation d'actif au quotidien, mais c'est sûr que ça m'amène à, moi aussi, avoir des demandes d'enseignants autant au régulier qu'en éducation physique qui veulent être formés au niveau du plein air. Fait que là, j'essaie de me perfectionner. Je ne suis pas encore complètement à l'aise, mais j'essaie d'être aidant pour amener des nouvelles personnes à pratiquer encore plus de plein air. Parce que je trouve que c'est comme Anouk l'a dit, c'est gagnant pour les jeunes, ils respirent de l'air pur, c'est plus, tu es dans les gymnases avec les machines à CO2 qu'ils nous ont mis dans les écoles qu'il faut surveiller. Fait que ça devient un enjeu. Fait que quand on est dehors, on ne peut se soucier de ça. Ah, je regarde les belles photos et je t'écoute parler. Je me dis, Guillaume, j'aurais bien aimé avoir un enseignant en éducation physique comme toi quand j'étais à l'école primaire parce que les enfants, ça doit leur apporter vraiment beaucoup de bonheur. On pense à Émilie Greff. Alors toi, Émilie, tu travailles dans le monde municipal, plus spécifiquement à la ville de Laval. Est-ce que tu peux nous raconter d'où vient ton intérêt pour soutenir l'éducation en plein air? Ben oui, en fait, justement, je suis régisseur au niveau de la division Grand Parc et plein air de proximité à la ville. C'est une nouvelle division. On veut vraiment se doter d'un plan d'accessibilité, de mise en valeur de nos espaces naturels par notre tout premier plan là, de développement de la pratique du plein air de proximité. On est en élaboration de ce plan-là, donc on a vraiment un intérêt, dans le fond, de rejoindre nos citoyens par le plein air. On soutient bien sûr l'éducation en plein air là, quand on a vraiment la volonté de rendre accessible à l'ensemble de nos citoyens nos milieux naturels. Puis quand on parle de l'ensemble de nos citoyens, bien sûr, ça comprend les enfants. On a aussi une vision stratégique à la ville qu'on nomme urbaine de nature. Donc, le nom le dit lui-même. On vise, entre autres, d'augmenter notre indice de canopée là, de 25 sur l'ensemble du territoire, mais surtout 40 dans nos parcs. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment naturaliser nos parcs. Là. Tout le monde les connaît, là, nos parcs de proximité ou des parcs de quartier. Souvent, on voit beaucoup des terrains sportifs, etc. Mais là, on a vraiment la volonté de vraiment naturaliser, doter, dans le fond, de verdissement, de plantation, de rendre accessible des lieux un peu plus naturels pour nos citoyens, dont les enfants. Fait qu'on vise vraiment de cette partie-là. On veut aussi, bien sûr, encourager la pratique du plein air, la pratique d'activité physique pour l'ensemble de nos citoyens là, dans l'espace de tous nos milieux naturels et tous nos parcs. Pour la ville de Laval, on est aussi une région administrative. J'ai un deuxième rôle qui est important, je pense, à nommer ici. Là. Donc, j'ai le rôle de répondant au niveau des URLS, donc des unités régionales loisirs et sports. Et je suis coporteur, là, dans le fond, de tout ce qui est de la pratique du plein air pour la région. Donc, j'ai un deuxième rôle aussi qui s'ajoute à mon rôle de municipalité. Merci, Émilie. Et on aura l'occasion de revenir plus loin dans le webinaire sur les magnifiques réalisations qui ont été faites à Laval pour soutenir l'éducation en plein air. Anouk, parce que viennent de nous dire Émilie et Guillaume, mais spécialement par rapport à Émilie, de ce qu'elle vient de nous dire pour le monde municipal, on voit que l'éducation en plein air, c'est vraiment
une approche qui peut intéresser des gens qui œuvrent non seulement dans le monde scolaire, mais dans le monde municipal. Toi, tu as commencé à nous parler tout à l'heure des bienfaits que l'éducation en plein air peut générer pour la communauté. Tu nous l'as résumé très rapidement. J'aimerais qu'on commence à t'écouter là-dessus parce que je sais que tu as de belles initiatives et de beaux exemples à nous partager. Oui, écoute, Marianne, il y en a tellement des bienfaits. Honnêtement, le choix a été difficile, mais j'en ai plusieurs à partager avec vous aujourd'hui. Alors, d'abord, le fait d'enseigner dehors, ça renforce le tissu social, le sentiment d'appartenance à la communauté. Et par exemple, on a dans la ville d'Apex, près d'Iqaluit, en fait, une communauté qui s'est dotée d'un programme d'apprentissage qui est basé sur le territoire, qu'ils ont appelé Nuna. Donc, beau temps, mauvais temps, les jeunes sont dehors. Ils ont vraiment le territoire comme salle de classe. Ils peuvent travailler aussi bien les mathématiques avec des blocs de glace. Ils peuvent travailler toutes les disciplines, en fait, puis renforcer le sentiment d'appartenance entre eux aussi. Donc, tout le cursus scolaire est ancré dans la culture, la langue et les traditions inuites. On a aussi un autre exemple, Enseigner le Kamouraska, qui est une très belle initiative dans le Kamouraska. C'est un programme qui s'adresse aux jeunes du 3e cycle primaire, donc 5e, 6e année, qui touche 11 écoles, puis c'est vraiment pour accroître la connaissance, la fierté des jeunes à l'égard de leur territoire. Donc, ils ont la chance de faire plusieurs sorties dans des lieux inédits, par exemple des milieux naturels, des milieux éducatifs. Ils découvrent des entreprises locales. Donc, c'est vraiment une belle initiative, un beau partenariat entre le milieu municipal et scolaire. On a aussi un autre bienfait de l'éducation en plein air, c'est que ça favorise la découverte du milieu et l'intégration de la communauté. Par exemple, il y a le beau projet Le Houppier. On s'en va en Estrie, à Saint-François-Xavier-de-Brompton. Ils ont un CPE en nature qu'ils sont en train de développer, qui est aussi adjacent avec un centre pour aînés et des espaces communautaires. Donc, c'est un projet qui est intergénérationnel, qui valorise l'environnement, le milieu rural. Puis eux ont décidé de bâtir en gardant l'intégrité du milieu naturel. Donc, ça va profiter à toute la communauté. Et on a aussi un autre exemple, par exemple, à la ville de Joliette, où là, c'est un super bel exemple d'une communauté qui s'est rassemblée pour aider les jeunes à apprendre, à comprendre, à se questionner. Ils ont créé tout un parcours collaboratif, un parcours pédagogique dans le cimetière. Et puis, à l'aide de codes QR, les élèves se baladent dans le cimetière, puis il y a certains emplacements qui donnent accès à une vidéo pour découvrir un pan de l'histoire locale. Et puis, ils ont fait appel à tous les experts locaux pour parler de différents pans de l'histoire de Joliette. On a aussi, en fait, l'éducation plein air, ça aide à soutenir l'éducation à l'éco-citoyenneté. On fait du vivre ensemble, on adopte des saines habitudes de vie quand on apprend à l'extérieur. Alors, je vous amène en Mauricie maintenant, à Saint-Alexis-des-Monts. Il y a des élèves de 6e année de l'école des Boisés qui sont allés ils ont vécu une journée pour découvrir un peu comment survivre en forêt. Ils ont vécu un beau partenariat en compagnie d'un expert qui est bien connu, un aventurier de la région là-bas. Donc, ils en ont fait un article de journal d'ailleurs, et puis ils aimeraient bien refaire l'expérience. C'est un beau partenariat avec la pourvoirie. Toujours en Mauricie, à Saint-Mathieu-du-Parc, ils ont le camping du Lac-Vert, qui est un très beau milieu naturel qui offre des lieux de rassemblement, des sentiers, pistes d'hébertisme et canaux, et ils mettent ça à la disposition des enseignants pour qu'ils viennent avec leur classe, pour faire classe dehors. Et je pense que ça profite également aux scouts de la région. Donc, c'est un bel exemple de lieux partagés. On a aussi dans la MRC de Papineau, donc là, on est dans l'Outaouais. Ça profite à une grande école secondaire. Il y a à peu près 530 élèves, si je ne me trompe pas, qui peuvent profiter d'un réseau de ski de fond et de raquettes qui a été créé grâce à la MRC de Papineau et de plusieurs partenaires aussi. Il y a même des ententes avec des propriétaires de terrain pour rallonger les pistes tout le long de ce réseau de sentiers. Et puis, on nous a dit qu'il y a des élèves qui font même du ski de fond le midi ou en parascolaire et bien sûr à travers des cours d'éducation physique. Donc, on s'attend à ce que la MRC de Papineau soit en forme. Et puis aussi, l'éducation en plein air, ça offre aux jeunes des occasions de s'impliquer, d'avoir une action positive sur leur milieu. Je vous parlais tout à l'heure que dans l'apprentissage ancré dans la communauté, on veut que le jeune soit une ressource pour son milieu. On le considère déjà comme un citoyen, en fait. En Mauricie, à Saint-Alexis-des-Monts, ils sont partis d'un vrai besoin local. Donc, il y avait la pourvoirie du Lac-Blanc qui recevait énormément de questions de Français sur les mœurs de l'ours noir, qu'est-ce qui mange l'ours noir, comment on fait quand on en rencontre un. Donc, ils ont mis à profit les élèves de 6e année pour leur demander de rédiger un guide, en fait,
sur l'ours noir. Et puis, le guide a été imprimé, publié, distribué un peu partout dans la communauté. Ça a été un franc succès dans la région. Et puis, évidemment, les jeunes ont pu développer leurs compétences en français, en sciences, en art pour créer ce guide-là. Donc, c'est une très belle initiative, un très bel exemple. Et on s'en va à Saint-Boniface maintenant. Je n'ai pas de photo, mais c'est aussi, ils ont créé un rallye historique par et pour les jeunes. Donc, encore une fois, avec un code QR qui leur donne accès à des vidéos. Ils ont créé tout un sentier historique dans la ville. La ville a financé puis a installé des pancartes. Et puis, tout le monde a ouvert ses portes. C'était vraiment une belle collaboration. Ils ont fait même des recherches des élèves. Ils ont ouvert les portes des archives de la ville. Ça a été un très beau partenariat. Alors, voilà. Et puis, je vous amène en France maintenant. Il y a l'Office français pour la biodiversité qui fait des très belles collaborations avec le milieu scolaire. En fait, c'est littéralement comme s'ils prêtaient des portions de parc aux élèves pour qu'ils puissent le gérer et préserver la biodiversité. Ici, on voit des élèves de l'école de Cuinchy. Et puis, ils appellent ça des aires terrestres éducatives qui sont vraiment gérées par des élèves qui agissent un peu comme des conservateurs en herbe pour protéger la faune et la flore et puis la valoriser auprès de la communauté. Voilà pour ça. Merci Anouk et je sais que tu as d'autres beaux exemples à nous partager, mais on va prendre une petite pause pour vous entendre, vous qui assistez à ce webinaire en ce moment en direct. On aimerait ça que vous nous indiquiez, vous écriviez dans le clavardage si vous avez si vous connaissez des initiatives de belles collaborations entre le monde scolaire ou le monde de la petite enfance et le monde municipal pour soutenir ou faire la promotion de l'éducation en plein air. Donc, allez-y, on aimerait ça recueillir vos coups de cœur. On sait qu'il y a beaucoup de gens au Québec, mais qu'il y a des gens aussi ailleurs dans le Canada francophone qui nous suivent, des gens aussi en Europe. Donc, allez-y si vous connaissez de belles initiatives. On va regarder ça. On n'a pas beaucoup de temps pour les regarder en direct, mais chacun d'entre vous, vous avez accès au clavardage, donc vous pouvez aussi lire les initiatives qui sont partagées. Puis nous, on va tout lire avec attention à la fin du webinaire et ça nous donne aussi en plus des belles idées pour éventuellement écrire des textes ou présenter d'autres webinaires. Alors, je vous laisse quelques instants pour répondre dans la discussion. Je vois ici qu'il y a Nadia qui nous parle des aménagements de sentiers des écoliers avec aire éducative à l'école Val-de-Grâce à Eastman sur un terrain municipal. Merci Nadia. Je vois aussi Marc-André Paquet-Champagne qui nous écrit qu'au centre de plein air l'Estacade en Montérégie, on reçoit l'école de l'ACOL qui vient, les élèves de l'école de l'ACOL qui viennent mettre en pratique leurs cours sur notre terrain. Là, j'avoue que avec le défilement, il y en a d'autres qui s'ajoutent. C'est pas facile à lire en direct, alors pardonnez-moi si je bafouille un peu. Mais je vous invite à aller lire tout en continuant à nous écouter. On va reprendre la suite du webinaire et je vous le dis tout de suite, à la fin, on a prévu une période de questions aussi et vous pourrez poser vos questions et nos panélistes pourront y répondre. Vous êtes très nombreux aujourd'hui avec nous, donc malheureusement, on ne pourra pas accueillir les questions de tout le monde, mais on va quand même prendre quelques minutes pour le faire. Donc, et maintenant, on va poursuivre avec Émilie. Émilie, j'aimerais ça qu'on revienne sur à la ville de Laval. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour soutenir le déploiement d'initiatives d'éducation en plein air? Oui, en fait, nous, au départ, on a un nouveau projet qui s'appelle Grandir en nature. Ça part, en fait, il y a quelques années, en fait, il y a plusieurs années déjà, on avait fait un projet là, intersectoriel qui s'appelait Attention en mouvement, qui était essentiellement basé sur la promotion du jeu libre chez les enfants, au départ en petite enfance, après ça en milieu scolaire. Et de nombreuses formations avaient eu lieu pour promouvoir le jeu libre, etc., chez les enfants. Et à la fin des formations, il y a plusieurs intervenantes qui nous disaient, ben, oui, le jeu libre, on l'a compris, mais maintenant, on aimerait ça avoir du jeu libre, mais à l'extérieur, en nature. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il y avait de plus en plus de demandes. On était déjà plusieurs partenaires assis autour de différentes tables de concertation. On se connaissait déjà plusieurs partenaires. Donc, on a décidé d'aller plus loin. En même temps, il y avait le projet Alex de la QCPE qui sortait en même temps là, en, je dirais, 2018-2019.
Puis, on a décidé pour la région de Laval de se doter d'un nouveau comité qui s'appelle Grandir en nature et notre projet a vraiment débuté. C'est un comité intersectoriel. On a plusieurs partenaires autour de la table qui est le porteur. On a la chance incroyable d'avoir le Club 4H du Québec qui a le siège social à Laval, donc qui a été porteur de la démarche. Bien sûr, les CPE ont embarqué, le Centre des services scolaires aussi, la ville, le CIS, le DSP, etc. Donc, tout le monde a embarqué dans le projet. Et essentiellement, ce projet-là, c'est une démarche de co-construction qu'on souhaite, là, dans le fond, de permettre aux enfants de 2 ans environ, jusqu'à 6-7 ans, d'expérimenter des sorties récurrentes en milieu naturel. Donc, on est vraiment dans sorties récurrentes, on n'est pas dans une visite par année dans un milieu naturel, on est vraiment axé sur des sorties récurrentes. On a 3 objectifs au comité. On a bien sûr promouvoir l'éducation par la nature en soutenant son implantation dans les différents milieux. On veut bien sûr développer un langage commun, une vision commune, des pratiques communes pour l'éducation de la nature. Et on veut soutenir une communauté de pratique. Juste pour votre information, en 2021-2022, donc du déploiement en 2018 jusqu'à 2021, on a eu la pandémie, c'est bien correct aussi. On a en 2021-2022, on a plus de 2500 intervenants et intervenantes qui sont formés. On a 3200 enfants qui participent au projet. Sortie récurrente, c'est une sortie en moyenne 2 fois par semaine. On a 27 écoles actuellement au projet, dont 85 classes qui sortent. 26 CPE, on a les 6, nous autres, on a des bureaux coordonnateurs, 6 bureaux coordonnateurs qui couvrent plus de 200 RSG, qui font vraiment des sorties dans des parcs, dans les milieux de proximité. Tout milieu naturel qui se retrouve à proximité est utilisé maintenant là, par que ce soit le centre de petite enfance, les RSG, des écoles primaires, préscolaires, etc. Donc, on est vraiment des milieux, beaucoup de milieux. On a aussi des visites terrain. On a la chance justement que j'ai nommé, on a un peu de 4H. Ils ont des naturalistes, biologistes. Donc, il y a des visites terrain avec les écoles pour former les intervenants, pour aller directement dans le milieu. Grandir en nature, c'est une communauté de pratique, c'est un site web, c'est un site Facebook. On a plus de 450 membres. Je vous invite à aller voir notre site Facebook, à devenir membre. Beaucoup de questions des intervenantes. Tout le monde peut échanger, les communautés de pratique aussi. Puis, bien sûr, c'est un comité qui est intersectoriel, qui croit, bien sûr, à la collaboration de tous afin de faire vivre ce projet-là dans le milieu, puis pour toute la région et surtout pour tous les enfants de la région de Laval. Merci, Émilie. C'est vraiment intéressant et tellement inspirant là, d'entendre, de t'écouter et de voir la force de la collaboration et des partenariats là, qui ont été mis en œuvre là, pour réaliser ces initiatives-là à Laval. Alors, bravo à tout le monde qui a été impliqué là-dedans. D'ailleurs, on avait publié un article sur ce sujet-là dans 100 degrés au printemps et je peux vous dire que ça avait été un des articles les plus populaires de l'année. Ça avait vraiment créé un engouement, puis je pense que ça avait inspiré beaucoup de gens de voir comment à Laval, tout le monde avait travaillé ensemble là, pour offrir l'éducation en plein air aux enfants. Alors, on passe à Guillaume. Guillaume, on vient de le voir tant par les interventions d'Anouk que dont vient de nous parler Émilie, que l'éducation en plein air, ça a vraiment la force de faire découvrir le milieu aux jeunes. Toi, de ton point de vue d'enseignant, comment est-ce que tu crois que l'éducation en plein air peut aider à mettre en valeur le milieu de vie des jeunes? Moi, c'est certain, dans l'enseignement de l'éducation physique, on a la compétence 3 qui est adopter un mode de vie sain et actif. Puis je pense que dans cette compétence-là, c'est d'amener l'élève à comme devenir autonome un peu dans sa pratique. Puis il n'y a pas un élève qui a un gymnase à la maison, puis il n'y a pas un élève qui a le paquet de matériel qu'on a dans nos gymnases. Fait que je me dis que quand on sort en plein air, ça le rapproche plus de ce qu'il peut vivre autour de chez lui. Fait que déjà, comme personne, tu n'es pas nécessairement dans le milieu, mais comme personne, il peut se dire, ça, je vais être capable de le repratiquer à la maison, ça, je vais être capable de le refaire avec mes parents.
parce que je l'ai fait à l'extérieur, puis l'endroit où on a été marcher, l'endroit où on a été faire de la raquette, on peut y aller quand même parce que justement, c'est un endroit municipal ou c'est un parc, puis la personne nous laisse y aller. Fait que c'est la première raison. Après ça, c'est sûr que ça leur fait découvrir. Hein. Il y en a que juste, on voit ici au préscolaire, moi, je vais beaucoup marcher dans le village. Tu sais. Puis il y a des enfants qui ne marchent pas, le village, ils ne le font pas avec leurs parents ou ils restent plus éloignés du village. Donc, ça les amène à vraiment découvrir. Fait que là, des fois, c'est eux autres même qui créent des rallyes. On fait des rallyes des couleurs. Fait que ça devient super intéressant. Puis j'ai la chance, moi, d'avoir aussi des installations très près de l'école. Dans mes 2 écoles, on a des patinoires pour une directement à même la cour d'école, puis dans l'autre au coin de la rue. Donc, c'est facile. Puis encore là, ça fait découvrir. Moi, j'ai beaucoup les plus jeunes, j'ai énormément d'élèves du préscolaire. Moi, j'ai presque pas de groupe de plus vieux. J'ai les groupes des plus jeunes, fait que je les initie au patin, je les initie au ski de fond. Puis après ça, il y en a beaucoup qui me redisent hey, on y retourne avec nos parents ou on peut-tu emprunter tes skis pour la fin de semaine parce qu'on va aller en faire. Donc, c'est ça. Ça les amène à. Moi, ce que je veux, c'est ça. Je veux qu'ils deviennent que par choix, ils font les activités. Fait que ça fait découvrir le milieu. Puis, entre autres, on a 2 super beaux parcs régionaux qui sont quand même assez. Pas collés sur l'école, mais dans un espace assez proche. Fait qu'on est capable d'aller utiliser ça, puis ils sont capables d'aller en refaire avec leurs parents. Fait que les randonnées pédestres, ski de fond, raquettes aussi, là, au parc régional, c'est intéressant. Puis, c'est ça, il y a plein de possibilités. Le fleuve, là, on a vu grimper sur les roches, mais on peut aller faire des recherches sur la plage au printemps. C'est impressionnant tout ce qu'on a comme rejet du fleuve sur le côté. Fait que on peut faire des projets multidisciplinaires. Moi, j'utilise beaucoup les autres enseignants de l'école parce que souvent, je vais les impliquer. Quand on travaille ensemble, moi, je n'ai pas nécessairement le temps parce qu'on n'a quand même pas autant de périodes en éducation physique. Mais moi, ça ne me dérange pas d'aller avec un enseignant, ramasser du matériel, qui fasse un projet de bricolage avec ça après. Fait que ça amène, c'est ça. Là. Puis on a à Saint-Vallier une pomme track ici. C'est vraiment toutes des choses qu'on a proches de chez nous, autant au niveau municipal, puis qu'on est capable d'utiliser facilement. Comme on voit ici, c'était des rallyes qu'on peut faire. J'en fais autant l'hiver en raquette qu'en marchant. Puis les élèves apprennent de plein de façons, autant en sciences, dans d'autres matières. Puis moi, j'associe toujours l'éducation physique à ça. Ah, merci Guillaume, c'est extrêmement intéressant. Je suis certaine que ça donne beaucoup d'idées concrètes à ceux qui nous écoutent en ce moment pour mettre en œuvre des projets comme ça, des belles collaborations entre leur école ou leur centre de la petite enfance et la municipalité. Anouk, tu as commencé tout à l'heure à nous présenter les bienfaits de l'éducation en plein air pour la communauté. Tu nous en as présenté 3 premiers. Là. Je résume très rapidement mes sentiments d'appartenance, découverte du milieu, éducation et l'éco-citoyenneté. C'est déjà beaucoup, mais ce ne sont pas les seuls. Est-ce que tu pourrais nous nommer d'autres bienfaits de l'éducation en plein air pour la communauté? Absolument, il y en a beaucoup. Donc, on peut vouloir enseigner dehors pour pouvoir revitaliser un peu la communauté. Il y a des communautés qui nous ont dit qu'ils étaient sur le bord de perdre leur école primaire, par exemple, ou qui perdaient un peu des familles. Donc, ça peut être, par exemple, comme dans la communauté de Beau-Lac-Garby, dans Chaudière-Appalaches. Ça a été un projet qui est issu d'une réflexion du comité Famille aînée. Ils ont voulu dynamiser la communauté, réattirer les familles sur leur territoire, augmenter la persévérance scolaire aussi. Donc, là-bas, ils ont carrément adopté un projet de pédagogie en plein air et tous les élèves font au moins 2h30 d'activité en plein air par semaine. Puis là, on voit, ils ont mis sur pied un vélo-rail, donc ils mettent ça à la disposition des élèves. Ils peuvent parcourir le territoire sur un ancien chemin de fer à vélo, comme ça, en équipe. C'est très intéressant. On a aussi, ça permet aussi ça permet aux jeunes, on peut passer à la diapo suivante, Maud, si tu veux bien, de se projeter dans le futur, en fait, en envisageant diverses possibilités, par exemple, que ce soit pour le travail, les loisirs, les études ou des possibilités d'engagement communautaire aussi. Et j'ai l'exemple de J'explore ma Matanie, qui était vraiment un beau projet dans la région de Matane,
où, encore une fois, on interpelle les élèves de 5e, 6e année. Ils font des activités pédagogiques et des sorties pour découvrir leur territoire, les entreprises locales, le patrimoine culturel et naturel de la Matanie, en fait. Et ils font des apprentissages en mouvement. Voilà pour ça. Enseigner dehors, ça contribue aussi à la réussite éducative des jeunes, bien sûr, à leur bien-être, à leur santé aussi. Ici, on voit l'exemple à Saint-Lambert-de-Lauzon. Ils ont carrément réaménagé un parc. Ils ont construit un nouveau bâtiment de service où les enseignants peuvent l'utiliser en cas de pluie comme lieu de rassemblement. Il y a des toilettes de rangement. Il y a un petit lieu de rassemblement extérieur. Ils peuvent même faire un feu. Ils mettent ça à la disposition des enseignants et de toute la communauté. Ici, on voit les jeunes, en fait, qui s'amusent, qui font des apprentissages 4 saisons dans ces espaces-là. Il y a aussi un site scout qui est mis à la disposition. On le voit ici. J'aime bien le lieu de rassemblement en bas à gauche parce que c'est en totale immersion nature. Donc, toute la classe peut s'asseoir. C'est très convivial, très chaleureux. Et les scouts partagent cet espace-là avec les familles et avec les groupes scolaires. Et puis, maintenant, on voit le magnifique rangement de Saint-Lambert-de-Lauzon. Et blague à part, c'est vraiment apprécié des enseignants d'avoir au moins des armoires ou des lieux dédiés à ça. Comme ça, les enseignants n'ont pas à marcher sur des grandes distances avec du matériel très lourd. Donc, tout est prêt à disposition, puis on peut se concentrer sur l'enseignement. On va passer alors maintenant, je vous amène en France, à Paris. Il y a le magnifique projet des cours Oasis de la ville de Paris. Ils ont revitalisé, refait à neuf plusieurs, je ne sais plus si c'est 75 au moins, cours d'école de Paris, qui est une ville très, très dense. On voit ici, il y a des petites huttes de lecture. Ils ont tout renaturalisé parce qu'en fait, ils voulaient des cours résilientes pour que l'eau de pluie puisse s'infiltrer, entre autres choses. On voit des jeux d'eau. Je sais que dans le 20e arrondissement, ils ont même intégré une rivière dans la cour d'école. Ces petits jardins profitent en fait à toute la communauté les soirs et puis la fin de semaine aussi. Et bien sûr, les élèves en profitent. On voit un peu des jeux risqués ici, un parcours un peu qui imite un peu la nature avec des petites huttes de rassemblement et de lecture. Donc, ça contribue à diminuer les îlots de chaleur pour la ville de Paris et c'est un projet qui est très apprécié. En Allemagne, maintenant, à Berlin, historiquement, ils ont un contexte favorable. Ils ont plusieurs forêts et grands parcs naturels à même la ville de Berlin. Et ce qui est spécial avec eux, c'est qu'eux, ils ont des espaces naturels avec souvent des responsables qui sont sur place pour faire la médiation. Puis ils ont créé toutes sortes de parcours inclusifs. Comme on voit ici, on voit carrément des troncs d'arbres pour les personnes, par exemple, non-voyantes, qui peuvent toucher les troncs d'arbres pour découvrir les différentes espèces. Donc, c'est très apprécié qu'il y ait une personne responsable sur place. On demande, en tout cas au Québec, au moins que les municipalités puissent penser à une personne qui est responsable, qui serait joignable par les enseignants si elle ne peut pas être sur place, mais ce serait vraiment quelque chose d'intéressant à viser. Et puis, il y a aussi le parc Britzergarten où ils utilisent même des animaux pour l'entretien paysager. Donc, il ne manque pas d'espace vert à Berlin pour toute la communauté. Maintenant, on revient au Québec, donc en Estrie, près de Windsor, il y a le parc de l'école Saint-Philippe qui est immense, en fait, cette cour d'école-là, qui a été, en fait, on a profité de la nature, on a fait des aménagements, des assises originales pour les jeunes. Ils peuvent étudier, faire la classe dehors. On voit qu'il y a un grand tableau extérieur, il y a un lieu de rassemblement avec des roches, différentes assises. Et puis, ils font aussi un jardin à Saint-François-Xavier-de-Brompton. Ils ont carrément créé une forêt comestible avec le groupe Les Incroyables Comestibles, entre autres, un jardin communautaire. Et puis, à droite, on voit un module de jeux risqués. Ils ont visé les 18 mois à 5 ans. Et puis, semble-t-il que c'est très apprécié dans un parc de la ville, mais les enseignants peuvent l'utiliser également avec les tout-petits. Et puis, tout ça m'amène à dire que les bienfaits, c'est pas seulement pour la communauté, mais bien sûr, pour le monde de l'éducation, il y a énormément de bénéfices à faire la classe en plein air. Et puis, au cœur du programme de l'école de formation, le programme formation de l'école québécoise, on a 3 visées. Donc, on veut que l'élève puisse construire sa vision du monde. Ça veut dire qu'on veut qu'il puisse relier les disciplines à la réalité comme le jeune le perçoit. Donc, on veut accompagner les élèves dans leur questionnement pour les aider à construire leur vision du monde. Donc, quand ils sont à l'extérieur, on est en plein dans le thème, ça les aide justement à construire cette vision. Le programme vise aussi à structurer l'identité des jeunes, donc l'identité personnelle, sociale, culturelle. Donc, ce qu'on veut, c'est offrir aux jeunes des occasions les plus variées possibles de les mettre, pour qu'eux puissent mettre à profit leurs ressources, leurs talents, qu'ils puissent exprimer leurs opinions, qu'ils puissent faire des choix aussi, puis tout ça, ça les aide à développer leur autonomie.
Et puis finalement, le programme vise à développer le pouvoir d'action des jeunes. Donc, ça se fait difficilement dans un cahier, développer un pouvoir d'action. C'est bien que ça puisse se faire à l'extérieur. On veut que les jeunes développent des savoirs agir, qui intègrent les connaissances et savoir-faire qu'ils apprennent, mais qui développent surtout des compétences. Donc, apprendre dehors, ça permet aux élèves d'être en contact avec un terreau vraiment riche, où ils peuvent développer des habiletés qui leur servent d'outils pour l'action et pour la réflexion aussi. Donc, tout ça pour dire que les municipalités, vous êtes vraiment des partenaires essentiels pour aider à répondre à ces 3 visées du programme de formation. Merci, Anouk. C'est extrêmement intéressant. Là, je vais devoir commencer à être un peu la gardienne du temps et vous demander à nos 3 panélistes, dans les prochaines réponses, d'y aller le plus rapidement possible pour qu'on puisse accueillir quelques questions du public aussi et ensuite libérer Guillaume à temps pour qu'il puisse aller accueillir ses élèves. Alors, ma prochaine question, ça va être pour Guillaume. Anouk vient de nous donner plusieurs exemples vraiment intéressants là, des bienfaits de l'éducation en plein air pour les communautés. Mais toi, de ton point de vue d'enseignant, peux-tu nous donner quelques exemples de belles collaborations municipales-écoles? Tu nous en as déjà parlé, mais peut-être qu'il y a certains exemples que tu voudrais ajouter. Oui, c'est sûr que j'ai parlé de patinoire. Moi, c'est tous les blocs comme ça, un peu comme à Saint-Lambert. On a accès à ça, j'ai les clés. C'est facilitant. Puis surtout avec les plus jeunes, là, quand on part, même si c'est juste à 4-5 minutes de l'école, s'il y en a un qui a besoin d'aller aux toilettes, on n'est pas obligé de revenir puis comme d'arrêter l'activité. Fait que ça, c'est beaucoup aidant. Après ça, juste pour, moi, j'envoie tout le temps mon horaire, il est tout déjà fait. Fait que les patinoires sont déneigées. Quand il neige pendant la journée, moi, avec les élèves, je m'occupe de déneiger. Fait que la municipalité n'a pas à le faire nécessairement le soir. Fait qu'il y a vraiment des collaborations comme ça qui s'établissent assez facilement. Des demandes de subventions aussi qu'on fait en projet commun. Entre autres, on en a fait un cette année pour le pickleball. J'utilise aussi beaucoup les terrains de tennis. On a 2 terrains de tennis. C'est des terrains idéaux pour jouer à tous les jeux de ballon parce que les ballons vont moins loin pour les plus petits. Fait que cet espace-là est super intéressant. Puis il appartient aux municipalités. Puis pour finir, j'ai un gros événement, un quadrathlon que je fais, une course à relais 4 épreuves que j'organise à Beaumont, qui est le village voisin, mais que là aussi, la municipalité me prête toutes les installations pour le patin, le ski de fond, la raquette, la course. Puis, ils nous prêtent des chaises parce qu'on a besoin pour s'équiper à l'extérieur, donc vraiment facilitant. Fait que c'est, en gros, là, le différent de ce qu'Anouk a dit, c'était pas mal ça. Merci beaucoup, Guillaume. Émilie, toi, tout à l'heure, tu nous as présenté vraiment de belles réalisations de la Ville de Laval en éducation en plein air. De manière générale, qu'est-ce que le monde municipal détient comme pouvoir qui lui permet de soutenir des initiatives en éducation en plein air? En fait, au niveau de l'éducation au plein air, c'est sûr qu'une ville ne peut pas être porteur de ce dossier-là. Par contre, on peut jouer un rôle très important de facilitateur. On peut contribuer à la démarche de cette façon-là. Je vais donner quelques exemples. Nous, là, par rapport à notre comité Grandir en nature, exemple, on peut aider à trouver des lieux, à faire du démarchage, des sites disponibles à proximité des écoles ou des CPE ou ARG. Est-ce que c'est un site qui, des fois, c'est un peu plus difficile à comprendre, mais c'est un site privé, institutionnel, ça appartient à Hydro-Québec, c'est un site de la ville, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut jouer un rôle de facilitateur pour expliquer, dans le fond, l'ensemble des lotissements, des lignes de déterminer où est le terrain, etc. Qui est les propriétaires, donner les coordonnées aux besoins des propriétaires aussi. On peut faire des cartes des milieux avec notre service de géomatique. Donc, vraiment aider, dans le fond, l'ensemble des milieux pour trouver les meilleurs emplacements possibles pour aller justement faire l'éducation en plein air par la suite. On peut aussi intervenir avec nos équipes des travaux publics. Souvent, quand il y a eu des formations sur le terrain, etc., il y a du bris, il y a eu des vandalismes, il y a de la papus. Donc, on peut nettoyer les sites aux besoins, etc. Donc, il y a des trucs qui peuvent faire facilement par les travaux publics. Nous, à la ville aussi, on a une politique de stratégie d'acquisition de milieux naturels. C'est sûr qu'il y a énormément de critères qui sont bien établis.
Mais un critère qui est important aussi, c'est s'il y a une école à proximité, un CPE, plusieurs REG, etc., ben, ça l'amène aussi une catégorie de plus de au-delà de la conservation du milieu naturel, ben, il y a une possibilité de la mettre en valeur et de rendre accessible aux citoyens. Donc, ça aussi, c'est important, dans le fond, de l'avoir. On essaie bien sûr davantage d'aménager nos parcs, tous nos espaces publics de façon plus naturelle. On rit là, mais pas tondre tous nos espaces, toutes nos aires gazonnées, etc., laisser en friche. C'est beaucoup de sensibilisation, mais on va dans ce sens-là. On a le programme de plantation, de vertissement. On veut aussi sortir dans nos parcs, de sortir de nos modules de jeu standards qu'on connaît depuis de nombreuses années, mais d'aller un peu plus naturel, laisser les roches, les bûches, etc. sur le terrain. Et bien sûr, on veut atteindre notre canopée de plus de 40 dans nos parcs. On peut aussi, comme municipalité, travailler avec les organismes, les bénévoles, les soutenir financièrement, que ce soit des programmes d'initiation à la pratique, des frais d'équipement gratuits pour initier au niveau du plein air. Ça, c'est important. Une municipalité peut jouer ce rôle-là. Puis, on peut aussi détenir comme pouvoir, là, toute bonne municipalité, ville, village a des planifications. Donc, on s'intègre aussi. C'est important de se doter d'orientation. Je pense que dans l'air du temps, l'accès au parc, l'accès à la nature a été vraiment mis en valeur au niveau de la pandémie. Donc, on a un levier important pour les municipalités actuellement parce qu'on sait que les citoyens veulent aller dans nos parcs, dans nos espaces publics. C'est important aussi de se doter d'orientation. Puis chaque ville, chaque municipalité a planification stratégique, un plan directeur des parcs, des plans de conservation au niveau milieu naturel, etc. Donc, c'est important aussi de se doter d'orientation. Puis c'est notre pouvoir comme municipalité aussi de le faire dans ce sens. Merci beaucoup, Émilie. Et là, c'est vraiment intéressant parce que chacun qui nous écoute en ce moment peut, de l'expérience de Laval et des exemples concrets de pistes d'action que tu viens nous partager, ça nous donne des idées. Anouk, tu nous en avais préparé plusieurs et là, on va devoir passer vraiment vite. Je suggère qu'on va présenter à l'écran les pistes d'action concrètes que tu avais préparées pour compléter ce qui a été déjà donné comme exemple par Guillaume et Émilie. On va les laisser à l'écran pour que les gens puissent les lire pendant qu'on va commencer à accueillir les questions parce que c'est maintenant aussi l'heure prévue pour commencer les questions. Il y avait certains d'entre vous qui aviez posé des questions par courriel, en fait, dans le formulaire d'inscription au webinaire, donc des questions qu'on a reçues à l'avance. On va en regarder quelques-unes de celles-là, puis ensuite accueillir vos questions en direct. Il y avait plusieurs questions qui touchaient la question l'enjeu du jeu risqué. Guillaume, ça serait quelque chose d'intéressant qu'on pourrait diriger comme question. Toi, dans ta pratique, quelle place est-ce que tu accordes aux jeux risqués? Puis, est-ce que tu trouves qu'il y a suffisamment d'espace qui permettent aux jeunes de prendre des risques? Pour ma part, je trouve ça super important que les jeunes aient la chance de prendre des risques parce que c'est comme ça qu'ils vont apprendre à le gérer. Nous autres, comme intervenants, c'est sûr qu'il faut vraiment détecter le vrai danger. Et je reviens à la photo des roches au début. C'est sûr qu'il faut évaluer, OK, il y a une hauteur qu'on va trouver acceptable comme enseignant. Puis c'est sûr que tous les adultes n'auront pas la même gestion du risque. Il y en a qui vont en accepter un petit peu plus, il y en a qui vont en accepter un petit peu moins, mais c'est vraiment important pour le développement des habiletés motrices de l'élève qu'il y ait des gestions de risque. Puis aussi, que quand il va le faire de façon autonome, s'il ne l'a jamais géré, puis il y a tout le temps eu quelqu'un pour le faire à sa place, bien, c'est là qu'il va peut-être devenir dangereux dans cette pratique-là. Fait que je pense que c'est un peu mon point de vue dans ce sens-là. Merci beaucoup, Guillaume. Une question pour Anouk. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un bon coup qui a été réalisé par une municipalité pour faciliter l'accès à un espace vert ou à des espaces verts? Oui, entre autres, il y avait la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon dont on a parlé tout à l'heure. Eux, ils ont des super aménagements et des parcs, mais c'est à 2 km de l'école. Donc, c'est trop loin. On vise quelque chose de plus de 500 mètres de l'école, pour que ce soit plus allable en petites pattes, comme on dit. Mais en fait, eux, ils ont décidé ils sont en processus avec la municipalité pour financer un autobus et puis qui va servir également à amener les élèves au camp de jour l'été, qui va servir à l'école. Et puis, ils recrutent même des bénévoles retraités dans la municipalité comme chauffeurs d'autobus.
Merci, Anouk. Émilie, on a une question au niveau pour les sources de financement. Je ne sais pas si tu seras en mesure de répondre à cette question-là, mais quelqu'un se demandait quelles sont les sources de financement possibles pour embaucher une ressource professionnelle qui ferait le lien entre l'école et la communauté. Oui, ça, le sujet du financement revient toujours. J'ai vraiment pas de réponse très précise. Par contre, là, en ayant, je vous dis, là, un comité qui est plus intersectoriel. Donc, il y a plusieurs partenaires, dans le fond, qui font partie d'une démarche qui est collective, qui est intégrée, que les gens vraiment se dotent d'orientation, permet, après ça, d'aller chercher du soutien financier dans chacune de ces organisations-là. Pour nous, c'est important. Nous, on a une table, je pense qu'il y a plusieurs régions du Québec encore, une table intersectorielle régionale au niveau des centres d'habitudes de vie. Il peut y avoir du financement de ce côté-là. Il y a les URLS aussi qui peuvent avoir du financement, des subventions disponibles par les ministères, etc., etc. Il n'y a pas de réponse précise, mais en ayant un projet qui est collectif, puis que chacun répond à ses orientations, assurément que c'est plus facile de mettre du financement sur un projet qui est collectif et que tout le monde contribue à ce projet-là. Puis on s'assure aussi d'une pérennité dans le temps. Merci, Émilie. Et je vais te relancer une seconde question qui nous a été posée en direct. À Laval, quel a été le rôle du CI3S? Qu'est-ce qu'il a apporté comme expertise ou comme soutien? Oui, là, je sais que j'ai des collègues dans la salle. Je vais essayer d'être bon avec eux. En fait, le CIS, c'est un des grands porteurs aussi de la démarche. Ils ont des agents de planification, expertise là, qui sont au niveau de la direction de santé publique. Ils ont là, je cherche les noms, des accompagnateurs qui sont au niveau des, on les appelle les PP scolaires, donc en promotion, prévention au niveau scolaire. Donc, ils font le lien avec la communauté, le lien avec les écoles. C'est vraiment des facilitants. Ils ont une expertise dans chacun des domaines, des kinésiologues, des nutritionnistes qui sont associés au niveau de la promotion-prévention au niveau de la santé publique. Donc, c'est vraiment des porteurs très importants au niveau de la démarche. Je remercie tous ceux qui posent des questions, puis ceux aussi qui publiaient des informations complémentaires ou qui répondaient en direct. Je salue entre autres Julie Moffett, qui est une collègue d'Anouk à la Fondation Monique Fitzbach, qui a répondu à quelques questions. Il y a Marie-Claude Dubé qui vient de nous partager directement à l'écran une source de financement intéressante, le programme Destination Nature, pour les intervenants, les enseignants qui veulent organiser des activités avec des jeunes de 15 à 24 ans. C'est ça, 15 à 24 ans pour subventionner le transport lors de sorties scolaires en milieu naturel. Donc, vous pouvez voir les informations. Il y a d'autres personnes qui ont publié des informations directement dans le clavardage. Alors, je remercie tout le monde. On arrive à la fin. J'aimerais ça qu'avant de terminer, on puisse vous écouter une dernière fois, chacun d'entre vous. J'aimerais vous poser une question. Quel est votre rêve, Guillaume, Anouk, Émilie, pour poursuivre la promotion ou le déploiement de l'éducation en plein air? On commence par Guillaume. Oui, ben moi, c'est sûr que comme j'ai dit, je fais de la formation, fait que moi, c'est de l'amener dans le plus d'écoles possible. Puis au niveau de mon milieu, ben, c'est sûr que je suis dans des villages le long du fleuve, mais le long des grandes routes aussi. Fait que c'est compliqué de faire de la marche et du vélo. Fait que des fois, peut-être d'avoir une possibilité de piste cyclable plus accessible, plus sécuritaire pour les enfants, ça serait un de mes grands rêves, je pense. Merci, Guillaume. Émilie? Oui, moi, de mon côté, assurément des aménagements plus naturels dans nos parcs, nos espaces publics, plus de divertissement. C'est sûr que ça va vraiment aider, là, dans le fond, au niveau de toute la sensibilisation à la nature. Plus d'acquisition pour nos projets de protection de milieux naturels pour l'ensemble de nos citoyens. Et puis ça, c'est pour tout le monde aussi, là, mais plus de projets collectifs, plus de projets citoyens pour la mise en valeur de tous les terrains vacants, des friches, etc. Il y a plein de projets qui peuvent se faire. J'ai vu tantôt dans le chat sur des jardins communautaires, des jardins collectifs. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire, je pense, davantage sur nos friches, nos terrains vacants. Et je vais me permettre un petit pitch d'avance aussi. J'ai parlé aussi que j'étais répondante au niveau des URLS pour la région. Mais pour ceux qui ont des questions, qui veulent développer quelque chose, qui cherchent justement du soutien, autant professionnel, financier, etc.,
Dans chaque région administrative, il y a une URLS et il y a des professionnels qui sont attitrés au niveau du plein air. Donc, regardez sur le web, tapez votre URLS avec votre région administrative, vous allez sortir le professionnel en plein air, puis ces gens-là peuvent venir vous aider aussi là, dans vos démarches. Ah, mais, merci, Émilie. Anouk, ton rêve? Oui, ben moi aussi. Écoute, moi, je rêve de voir des municipalités avec des parcs qui sont vraiment riches en biodiversité. J'aimerais ça voir des villes qui sont remplies de jeunes qui font des apprentissages dehors, à l'extérieur, qui sont connectés à la nature, puis des jeunes qui sont connectés à leurs enjeux locaux aussi, puis qui sont vraiment des ressources pour leur communauté. Donc, tout le monde, je vous invite à venir faire partie de nos communautés de pratique à la Fondation Monique Fitzbach et puis à venir chercher nos formations aussi si vous avez besoin de soutien. Merci Anouk, et ça fait une excellente transition vers les dernières informations que je vais vous présenter avant de mettre fin au webinaire. Malheureusement, trop court, on pourra en parler longtemps. On vous a préparé et on va vous envoyer le document de présentation par courriel. Donc, vous allez pouvoir voir ça par vous-même. Mais on a mis un lien, une diapositive avec des références et des ressources, notamment la Fondation Monique Fitzbach, qui a beaucoup de ressources en éducation en plein air. Il y a les communautés de pratique et vous pouvez contacter directement Anouk qui nous a mis son adresse courriel ici. On vous encourage aussi à aller voir le site de la Fondation Monique Fitzbach Enseigner dehors. Il y a le colloque annuel Apprendre à ciel ouvert qui va avoir lieu aussi prochainement et les cours en ligne et webinaires de 100 degrés sur l'éducation en plein air où on en a déjà publié quelques-uns, toute une série d'ailleurs qui a été initiative soutenue par le ministère de l'Éducation du Québec. Alors, allez voir ça, c'est extrêmement intéressant. Des webinaires, des cours en ligne. Et pour ceux qui s'intéressent aux jeux risqués, on a posé la question de Guillaume tout à l'heure, c'est revenu à quelques moments. Il y a un nouveau cours en ligne qu'on vient de publier aussi sur la sécurité bien dosée. Et vous allez certainement trouver plusieurs réponses à vos questions. Alors, il ne me reste plus juste qu'à vous remercier pour votre présence ce midi. On va terminer pour laisser Guillaume aller rejoindre ses élèves en classe. Et merci à tout le monde. Bonne fin de journée et on se revoit à un prochain webinaire ou une prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci, Marianne. Merci tout le monde. Merci. Merci spécialement.